fonctionnement de la machine quantique. Plus on montait, plus la superficie des couches de pierre horizontales diminuait, et plus elles accumulaient des charges électriques importantes. Le même phénomène se produisait à la surface des plaques de granit de Tura. Ce phénomène était amplifié par les 11 puits verticaux et par l'obélisque souterrain, décalé par rapport à l'axe nord-sud de la pyramide et situé sur un point névralgique du réseau électromagnétique lié à la rotation de la planète. Cet ensemble permettait la circulation des charges électriques dans les deux sens. Les particules chargées positivement tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules chargées négativement tournaient dans le sens inverse. Ce circuit générait un tourbillon électromagnétique, une tornade de particules subatomiques qui fonctionnait comme un accélérateur et dont la source d'énergie était le pouls régulier de la planète qui créait une fréquence constante et produisait une résonance. À une certaine vitesse et à une certaine fréquence, les forces centripètes et centrifuges faisaient se regrouper les particules de charge et de mouvement opposés qui se neutralisaient et trouvaient un axe commun de rotation à 90 degrés de l'axe de la pyramide, produisant une colonne ondulatoire stationnaire. Cette colonne d'énergie était formée de particules subatomiques regroupées et neutralisées qui vibraient à très haute fréquence. Elles descendaient jusqu'au noyau cristallin de la planète et montaient à des centaines de kilomètres jusqu'à atteindre l'ionosphère. On appelle ces particules neutres et équilibrées l'énergie tachyon. Leur neutralité ne produit pas de résistance lorsqu'elles se déplacent. Elles sont à la base des phénomènes de supraconductivité. En accélérant la fréquence vibratoire de l'énergie, le tourbillon de la pyramide l'a transformée en une énergie supérieure, l'énergie tachyon, qui est de nos jours étudiée par la mécanique quantique. L'énergie tachyon est caractérisée par la plus haute vibration et par la plus grande fréquence de tout le monde réel. C'est l'énergie consciente, l'énergie de l'information, comme celle que l'homme engendre et manipule dans son cerveau quand ses pensées vibrent au rythme de l'amour. L'énergie tachyon, tout comme les colonnes ondulatoires stationnaires, ont été étudiées par Nikola Tesla. Il les a utilisées comme une source d'énergie alternative pour les moteurs électriques, la radio, la télévision, les rayons X, les radars. Elles sont à la base de plus de 1600 brevets d'invention qui ont marqué le XXe siècle. Le rouleau de Tesla, utilisé pour démarrer électriquement les moteurs de voiture, génère ce type de tourbillon pour transformer un courant de 12 volts appliqué à une bobine de cuivre en un courant de plusieurs milliers de volts en le faisant passer dans une autre bobine. En 1942, Tesla dirigea l'expérience de Philadelphie, qui utilisa d'énormes champs électromagnétiques pour organiser l'énergie en paires de particules de charge opposée et la transformer en énergie tachyon. Il put ainsi désagglomérer un objet solide et rassembler ces particules à un autre lieu. Le projet Invisibilité a permis de désintégrer le navire USS Eldridge pour rassembler ces particules à 75 km de distance. Mais ses occupants moururent ou restèrent dans d'atroces souffrances, prisonniers du métal. Tesla connaissait un secret hermétique. Quand les particules qui constituent l'énergie sont réorganisées, des changements de masse se produisent. Dans ses études, Tesla a conclu que l'énergie tachyon se déplace 27 fois plus vite que la lumière. C'est l'énergie de la pensée.
La théorie d'Einstein, dans laquelle la vitesse maximale de la lumière est de 300 000 km/s, se situe à un niveau qui correspond à la réalité. Le niveau physique de la densité matérielle, formée par les atomes, les électrons et les protons. Mais l'univers a 3 niveaux, le physique, le mental et le spirituel. Les tachyons, la base de l'univers dual, sont des couples de particules subatomiques qui se déplacent en permanence à une très haute vibration et à une très grande fréquence et qui se neutralisent quand leurs charges électriques s'opposent. Les tachyons constituent l'énergie supraconductrice. Leur neutralité n'offre aucune résistance à la charge qui traverse leurs molécules. Un élément composé de ces particules, qui vibre à une fréquence extrêmement haute, n'a aucune gravité. Sa masse n'a donc pas de poids, c'est de l'énergie pure. La mécanique quantique actuelle déclare que ces particules subatomiques n'ont aucune masse et qu'elles ont juste une tendance à exister, qui est mesurée en termes de probabilité et qui dépend du bon vouloir de l'observateur, du niveau mental de l'homme. Imhotep savait tout cela, et beaucoup d'autres choses que nos savants d'aujourd'hui ignorent toujours. La mécanique quantique et la supraconductivité sont des avancées très récentes de la physique. La pyramide à étages de 4 niveaux avait un volume de 280 000 mètres cubes de pierre, qui pesait environ 450 000 tonnes, soit exactement la moitié du poids et du volume de la pyramide finale. Devant elle, les Égyptiens placèrent des colonnes d'énergie pour créer un couloir électromagnétique qui allait jusqu'à Tura. À partir de là, ils transportaient les matériaux nécessaires à l'aboutissement du projet. Ils ont élargi la pyramide au nord et à l'ouest, en laissant les côtés sud et est intacts. La pyramide a grandi comme le corps humain, par la tête. Si tout n'avait pas été calculé, il aurait paru plus logique de l'élargir symétriquement sur les 4 côtés, comme la peau d'un oignon. Avec cette extension, l'obélisque virtuel souterrain se retrouva exactement sur l'axe nord-sud de la nouvelle pyramide, qui avait dès lors une base de 140 par 100 mètres. On ajouta encore 2 niveaux pour atteindre 65 mètres. L'opération permit de doubler le volume de la pyramide, soit 560 000 mètres cubes de pierre pour un poids de 900 000 tonnes. L'emplacement des entrées confirme également qu'Imhotep avait planifié les stades de l'expansion depuis le tout début. Un tunnel a été facilement prolongé à partir de l'entrée d'origine. Un deuxième escalier menait à l'une des cours d'un temple construit sur le côté nord pour cacher l'entrée des souterrains. Le doublement du poids et du volume de la masse de pierre n'est pas un hasard. La production d'énergie et la taille du champ de force électromagnétique de la pyramide dépendaient de la quantité de masse en vibration. Les pyramides suivantes furent de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes jusqu'à la pyramide de Khéops, qui pèse 6 millions de tonnes. Le poids détermine la quantité d'énergie produite. Ce volume de pierre tourne sur l'axe de la Terre à une vitesse constante. On lui a donné une forme pyramidale, afin d'extraire l'énergie de sa masse, en tirant profit des mouvements naturels de la planète, de sa fréquence de rotation et de sa vibration constante. Dans l'obélisque souterrain, une bobine mobile, composée d'un fil d'or enroulé autour d'une barre en bois, bougeait de haut en bas et de bas en haut. Grâce à ce mouvement, cette bobine impulsait tout le champ électromagnétique de la pyramide et pouvait ainsi induire des changements de fréquence vibratoire dans toute la colonne énergétique.
Le puits se transformait en trou de résonance magnétique. Aux quatre coins supérieurs de l'obélisque se trouve toujours un jeu de bielle en bois épais, positionné à 45 degrés pour servir de crochet et permettre à la bobine de se mouvoir verticalement. Cette bobine électrique permettait de contrôler la longueur d'onde des signaux émis. Quand elle montait, la fréquence vibratoire augmentait jusqu'à atteindre le degré maximum. On pouvait ainsi décider du moment où l'on voulait décharger l'énergie accumulée dans les molécules de quartz de la pyramide à l'occasion de cérémonies planifiées qui, pour des raisons d'équilibre, avaient lieu les jours d'équinoxe. Les prêtres égyptiens ont prouvé que les pyramides sont des objets perpétuellement en mouvement et que chaque mouvement peut être transformé en énergie. La dernière étape fut la construction d'un mur d'enceinte très travaillé et la finalisation de tous les travaux de surface, les fausses chapelles et la cour des serpents, sous l'œil attentif d'un observateur privilégié, la statue du pharaon Djéser. Cette énorme mécanique quantique conçue par Imhotep demanda beaucoup d'efforts, de temps, de ressources humaines et matérielles, mais le bénéfice que la société put en tirer valait bien un tel investissement. Le tourbillon a été utilisé pour accélérer le développement spirituel des disciples de l'école des mystères de l'œil d'Horus, ces chefs qui ont élevé le niveau de conscience de leur peuple. L'énergie tachyon produite par la pyramide, en augmentant la fréquence vibratoire du cerveau, raccourcissait la longueur de ses ondes, amplifiait le pouvoir mental de l'initié et élargissait son champ électromagnétique, ou en d'autres termes, son aura. Cela permit à ses disciples d'accéder aux couches supérieures de l'univers. Ils pouvaient ainsi vérifier l'existence d'autres réalités et d'assurer la sécurité de toute la société. En s'accordant sur la même fréquence que des êtres plus élaborés, ils étaient en mesure de communiquer avec eux et de recevoir des informations. Saqqara fut le premier centre de communication à destination de dimensions supérieures. Les pyramides sont le fruit d'une technologie quantique que nous commençons tout juste à découvrir, une technologie que les Égyptiens avaient héritée d'Atlantide, la civilisation perdue. Nous négligeons les enseignements que nous pourrions tirer de Saqqara, qui est un exemple d'une technologie dont nous ne rêvons même pas et que nous nous contentons de croire possible. Une technologie contrôlée par la conscience, vouée à la perfection spirituelle de tous les peuples. Cet énorme circuit électromagnétique produisait et accélérait des particules d'énergie. Il transformait l'énergie statique en courant énergétique pour en faire de l'énergie tachyon. À Saqqara, les champs solides et électromagnétiques ont été utilisés simultanément pour la première fois afin d'augmenter la vibration des initiés grâce à une technologie qui sera plus tard perfectionnée dans la pyramide de Khéops. Sur le plan physique, ils ont utilisé l'énergie produite par la pyramide pour construire des couloirs électromagnétiques et générer des phénomènes de supraconductivité. Ils établirent la base de l'architecture en utilisant des blocs de pierre. Ils ont prouvé leur sensibilité artistique sur le mur d'enceinte très travaillé
et sur les murs de la cour des serpents, dans les détails architecturaux très raffinés du décor de pierre qui dissimulait leurs machines quantiques. Ils mirent au point des formules chimiques pour faire fondre des pierres contenant une forte densité de quartz et fabriquer des tuiles en céramique qu'ils utilisèrent dans des galeries souterraines subtilement élaborées. Ils se sont servis des hiéroglyphes pour sculpter dans la pierre leur conception de l'univers. Leur vision nous est restée dans les lois fondamentales d'Imhotep, qui ont constitué la base de la connaissance hermétique pour les francs-maçons, les rosicruciens et les templiers. Imhotep a écrit que n'importe quelle cause a son effet et que n'importe quel effet a sa cause. Rien n'existe par hasard, sans cause, car sinon l'univers serait détruit. En y réfléchissant, Einstein a dit « Dieu n'a pas joué au dé ».